L'émotion et la colère aussi restent vives en France 3 jours après la décapitation de l'enseignant d'histoire-géographie Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Comment la France peut-elle surmonter ce nouvel acte terroriste qui a visé le cœur de la République et que peuvent au juste les religieux et les religieuses? Deux d'entre elles sont avec nous ce soir. Bonsoir Karina Baloul. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes imam, la première femme devenue imam en France et vous êtes islamologue soufi. Avec nous également Florian Chinski. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes rabbin, vous exercez en France après avoir exercé en Belgique. On verra d'ailleurs s'il y a des différences. Karina Baloul, comment un jeune de 18 ans peut-il basculer dans une telle barbarie au nom de sa foi, au nom de ses croyances? Vaste question, mais beaucoup se la posent aujourd'hui. C'est vrai, c'est une question que tout le monde se pose et il n'est pas du tout évident d'y répondre. Mais l'endoctrinement des idéologies islamistes, et quand j'utilise le mot islamiste, il faut comprendre par là des idéologies politiques qui mettent vraiment les moyens pour pouvoir diffuser leur idéologie. Et malheureusement, ce qui se passe beaucoup, c'est que ces idéologies-là comprennent très bien qu'il y a des espaces vides. Quand il y a méconnaissance de la religion, de ce que dit vraiment quand il y a un manque de transmission, en tout cas, par les parents, dans le milieu familial, par un enseignement encadré, eh bien, ces idéologies, l'islamisme a très bien compris l'existence d'un vide et ils le remplissent bien évidemment par leurs orientations politiques. Florian Chinski, je vous pose la même question. Cet homme avait 6 ans quand il est arrivé en France, c'était il y a 12 ans, il a 18 ans aujourd'hui. Il a commis cet acte horrible. Encore une fois, ce qui peut dépasser l'entendement, c'est qu'il le fait au nom de sa foi, en disant qu'il a été heurté par la diffusion des caricatures du prophète de l'islam dans ce cours d'éducation civique par ce professeur. Comment vous, femme de religion, vivez cela ? Chacun donne la justification à ses actes là où il la veut et ça appartient uniquement à cette personne-là. Tout le monde peut se revendiquer de l'une ou l'autre foi sans qu'il y ait de contrôle de ça. La question, c'est est-ce qu'on croit, est-ce qu'on écoute ceux qui se revendiquent d'une certaine foi pour certaines choses? Est-ce qu'on va affecter leurs actes à ce qu'on pense de ces croyances-là? Et pour revenir à ce que disait l'imam Baloul, la question, c'est vraiment la question des moyens qu'on se donne pour remplir le vide, parce qu'en réalité, et c'est pour ça que ça nous frappe tellement, on va tous mourir. Mais que faisons-nous de cette peur et que faisons-nous de cette vie avant ? Et quand il n'y a pas de réponse à ça, on peut partir vers l'extrémisme d'un côté pour se réfugier dans un espèce d'absolu rassurant ou partir vers d'autres types d'extrémisme comme de la xénophobie, de l'islamophobie, de la répression, de l'autoritarisme. Et toutes ces voies sont le contraire de la démocratie. Là, c'est intéressant, vous prononcez un mot qui fait polémique en ce moment, islamophobie. Le gouvernement français dit que c'est en fait un subterfuge qui empêche justement toute lutte efficace contre le radicalisme. Qu'en pensez-vous, Karina Baloul, sur le mot islamophobie précisément? Écoutez, je crois qu'il faut pas avoir peur de ce mot d'islamophobie. Je crois que nous vivons dans un pays où nous avons, dans un pays démocratique, où nous avons des lois qui encadrent la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, d'exercer sa religion, de la vivre, de la pratiquer comme il le faut. Maintenant, il faut que cette pratique s'exprime tout à fait normalement, mais dans le cadre, bien entendu, des lois de la République. Mais vous, que pouvez-vous faire concrètement quand vous êtes face à des fidèles ou face à des jeunes qui, effectivement, vous parliez du rôle des parents, ont un enseignement ou bien à l'église, à la synagogue, à la mosquée. En l'occurrence, on parle là de l'islam. Comment faites-vous? Quelles sont vos possibilités? Alors, si on parle de réponse à ce genre, malheureusement, au terrorisme islamiste, je crois qu'il est de trois ordres. Il y a d'abord la réponse répressive. Il faut qu'elle soit là, parce que malheureusement, des gens qui passent à l'acte... Là, vous parlez du renseignement, voilà, des services de police. Tout à fait. Et puis après, il y a la réponse éducative. Il faut que l'éducation se fasse au sein de l'école par des enseignants. Et l'éducation, elle doit se faire justement pour mettre un éclairage sur le lien entre la laïcité, le cadre républicain et puis l'enseignement religieux et la foi.
qui doit être vécue dans sa propre intimité et puis dans les espaces qui sont dédiés à ça. Et puis après, évidemment, il y a la réponse théologique. Et là, je crois qu'il y a urgence pour qu'au sein de l'islam aujourd'hui, les penseurs, les théologiens, les islamologues se mettent autour de la table et discutent vraiment des problèmes qui existent. Sur l'interprétation des textes. C'est intéressant ça, parce que, disons-le clairement, les trois religions du livre, trois religions monothéistes, ont à la fois des très beaux passages qui appellent à la paix, à l'amour, et des passages beaucoup plus belliqueux qui appellent à la violence. Comment, quand on est à vos fonctions respectives, au fond, on essaye d'inculquer le distinguo entre ce qui ressort du texte et ce qui a été dit et la réalité, la vie moderne, en fait? Du point de vue de la tradition juive, en principe, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une autocritique des textes permanente qui a été mise en place depuis la période des scribes vers moins 500, avec la rédaction du Talmud. Le texte juif, en fait, si on regarde, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une façon de faire bloc qui est ouverte et qui est plus en réseau qu'en force. Il y a un texte central qui lui-même comprend des discussions internes, puis des discussions, des commentaires qui se répondent. Et donc, il y a une éducation à l'esprit critique. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais je dis bien sûr que non. Enfin, je veux dire, le travail, il reste à faire en permanence. Mais de ce point de vue-là, la tradition juive est une porte d'entrée assez facile, et je suis toujours surprise que tout le monde ne l'utilise pas, vers l'examen critique des textes, parce que ce n'est pas une honte d'être critiqué. Au contraire, les commentateurs les plus traditionnels et canonisés, si on peut employer ce mot, se répondent eux-mêmes, se citent et se critiquent. Mais vous, est-ce qu'en tant que rabbin, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous dites les enseignantes et les enseignants français ont le droit de montrer le prophète Mahomet, Moïse ou Jésus dans des positions délicates, nues, de montrer des caricatures? Vous dites, je suis rabbin, mais les enseignants ont le droit. La première chose que je dirais déjà, c'est que les enseignants ont le devoir de faire ce qui les concerne sans se préoccuper de ce que moi ou quiconque d'autre pourrait en penser. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, je suis extrêmement favorable à ce que dès qu'un enfant est capable d'appréhender une réalité, il puisse y être en contact, se faire une opinion, voir ce que ça réveille en lui et se confronter à l'opinion de ses camarades sur cette question-là. Donc, voilà. Ouais. En plus, on est en plein paradoxe, Karina Maloul, parce que, au fond, celles et ceux qui se comportent d'un point de vue religieux comme cet homme, finalement, il idolâtre aussi le prophète, ce qui n'est pas compatible avec la religion. C'est là où il y a le travail à faire aussi, parce qu'il dit on ne le représente pas, mais en même temps, lui-même va l'idolâtrer. En fait, moi, je suis convaincue que ce genre de comportement, le terrorisme, émane, il est le résultat de l'ignorance, justement, de la religion. Je crois que le premier travail commence par l'enseignement de la religion et de la tradition, comme l'indique le rabbin Chansky. Mais là, je vais poser, pardonnez-moi de vous couper, une question taboue, parce qu'encore une fois, le dernier attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, c'était un demandeur d'asile pakistanais de 25 ans. Aujourd'hui, on a un réfugié qui vient d'obtenir une carte de 10 ans. C'est-à-dire que ces enfants-là, en tout cas s'agissant du pakistanais, celui-là un peu moins, n'ont pas eu cet enseignement justement laïque à la française. Ils viennent de pays, le Pakistan, la Russie par exemple, le pays majoritairement orthodoxe, n'a pas cette séparation de l'Église et de l'État. Oui, bien sûr, mais après, se prémunir contre le fondamentalisme et l'islamisme religieux, en fait, il passe évidemment par l'enseignement à la laïcité, à la liberté de conscience, mais il passe aussi par l'enseignement religieux. La religion, par essence, elle est pacifique. C'est comme ça que l'enseignement religieux doit être fait. La liberté de conscience est l'essence même de la religion. La religion ne peut pas être, ne peut pas être quelque chose d'obligé. La foi est volontaire. Et on a le sentiment que parfois ces enfants, au fond, en fait, on ne leur inculque que les interdits. Le blasphème, par exemple, on leur dit que ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Oui, et donc il y a la question de ce qu'il ne faut pas faire. Les péchés de cœur et les péchés de corps, par exemple. Il y a la question de ce qu'il ne faut pas faire, et il y a la question de ce qu'il faut faire, et comment ce qu'il faut faire peut permettre de s'appuyer justement pour trouver la sécurité qui permet d'accepter l'autre et de vraiment l'écouter. Alors donc, de ce point de vue-là, je vois comment les traditions religieuses peuvent le faire. Donc nous, on a le Shabbat, on mange bien, c'est un commandement de bien manger, d'allumer des jolies bougies, de chanter des jolies chansons et discuter des textes et de la façon dont on les comprend, par exemple. Et la question que je me pose,
C'est celle de... par exemple, si j'étais pas juive, si j'étais pas rabbin, quel rite de passage j'offrirais à mes enfants pour qu'ils prennent cette confiance en eux-mêmes, que maintenant ils sont des adultes et ils peuvent exprimer leurs pensées critiques, y compris de façon contradictoire avec moi-même. Et voilà, je pense que c'est vraiment une question importante et que l'école a un rôle énorme à jouer là-dedans, en investissant vraiment des moments de discussion où les enfants se répondent, où ils peuvent aller chercher leurs opinions, les exprimer, les élaborer, les changer, apprendre à faire la différence entre qu'est-ce qui relève de la croyance, qu'est-ce qui relève des faits, qu'est-ce qui relève de leur vision ou de leurs idées. Voilà, qu'est-ce qui se met en place de ce côté-là? Le 2 novembre, on fait quoi dans les écoles? Vous allez réagir, mais certains appellent à ce que l'on remontre les caricatures, non seulement dans ce collège, mais dans tous les collèges de France et dans toutes les écoles. Est-ce selon vous la bonne solution? Oui, bien sûr. Moi, je ne vois absolument aucun problème de tous les points de vue, en tant que citoyenne, mais aussi d'un point de vue religieux, à remontrer ces caricatures. Il faut savoir que dans la tradition musulmane, il a toujours existé un style, un genre de caricature. Dans la littérature musulmane, on trouve, mais vraiment à des époques très très anciennes, des représentations, non seulement des représentations du prophète, mais aussi en fait, des représentations des hommes politiques qu'on a mis sous forme, auxquelles on a attribué des formes animales, en fait, pour pouvoir faire passer des messages politiques. On trouve ça à travers toute l'histoire de la pensée musulmane. Ça, par exemple, ça devrait être expliqué et on devrait expliquer quel est le sens et quel est le rôle de la caricature aujourd'hui. La caricature a un rôle extrêmement important qui est justement ce questionnement que tout le monde doit avoir. Est-ce que ma lecture de la religion est-elle correcte? Est-ce qu'elle est en harmonie avec les principes humains, les principes du pays dans lequel je vis? Et les caricatures participent de ce questionnement. Une question peut-être pour vous, Florian Chinski. Vous avez exercé en Belgique, vous exercez aujourd'hui en France. La France a une spécificité peut-être unique au monde, cette laïcité, cette séparation de l'Église et de l'État. Quelle différence avec la Belgique, pays voisin ? La notion de laïcité a de nombreuses interprétations. Il se trouve qu'en Belgique, alors les cultes sont organisés, ils sont financés, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes, parce que dès qu'il y a de l'organisation qui est dedans, qui est dehors, etc. Alors, mais ce qui est intéressant en Belgique, c'est que justement la laïcité s'est elle-même établie sous forme de culte sur le plan juridique, de façon à pouvoir obtenir les subventions. Et donc, il y a des prêtres laïcs, d'une certaine façon, en Belgique, qui répondent aussi peut-être à ce besoin de réflexion. Et peut-être... voilà, moi la question que je me pose, c'est au nom de la culture qu'on veut défendre, est-ce qu'il y a des textes qu'on a envie de lire? Est-ce qu'on a envie, puisque la culture est bloquée, période de Covid, que les choses sont compliquées, est-ce qu'on a envie de se réapproprier des textes entre amis ou en famille pour pousser la réflexion, pour pousser la pensée critique au sein de nos traditions culturelles et religieuses spécifiques, mais tout aussi, enfin je veux dire toute la culture française, enfin tout nous est ouvert. Merci. À la culture universelle. Merci beaucoup à toutes les deux, merci Florian Chinski et merci Karina Bahloul d'être venue en ces temps difficiles donc en France parler de ces questions.